Accident d'équitation, quelle responsabilité pour le centre équestre ou l'enseignant indépendant? C'est le sujet qu'on va traiter ensemble pendant une trentaine de minutes. Je vais tenter de vous expliquer dans quelles conditions enseignant au sens large, j'y reviendrai tout à l'heure sur ce que j'appelle l'enseignant, va pouvoir engager sa responsabilité lorsqu'un accident survient dans le cadre d'une leçon d'équitation ou d'une promenade encadrée. Donc, vous le savez tous, l'équitation est forcément une discipline à risque. Un accident peut survenir. Heureusement, la responsabilité d'un enseignant n'est pas automatique. Vous verrez très précisément dans quel cas l'enseignant sera ou ne sera pas responsable. Donc on va passer en revue les règles juridiques dans un premier temps et puis ensuite on se concentrera sur un certain nombre d'exemples. Sachez que sur cet aspect-là, la jurisprudence est très fournie. C'est vraiment un sujet de contentieux très important. Vous retrouvez énormément de jurisprudence sur ces aspects. Donc je vous l'ai dit, trois petites parties dans cette conférence. Définition et qualification juridique dans un premier temps. Obligation des parties, on le verra lorsqu'on parle de situation contractuelle, on a obligatoirement des obligations qui pèsent sur les parties au contrat et de ces obligations découlent les règles de responsabilité qu'on va pouvoir ensuite appliquer. Et dans un troisième temps, quelques exemples. Juridiquement, l'enseignement de l'équitation, lorsqu'il est proposé contre rémunération, donc là j'exclus la situation d'enseignement bénévole, va donner naissance automatiquement et obligatoirement à un contrat. Donc un contrat entre la structure équestre ou l'enseignant indépendant lorsqu'il intervient hors cadre d'un centre équestre et son client, donc la personne qui va venir suivre la leçon et qui va régler la prestation. Ce contrat, dans les faits, c'est toujours un contrat verbal. Vous ne retrouverez jamais d'écrit quand vous allez prendre une leçon ou au contraire quand vous allez proposer une leçon à un client, vous n'allez pas faire signer de contrat écrit. Néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est que juridiquement, vous êtes toujours engagé dans le cadre d'un contrat. Ce contrat, qu'on va pouvoir appeler dans le langage courant un contrat d'enseignement, va juridiquement être qualifié de contrat d'entreprise. Vous retrouvez aussi d'autres termes, notamment contrat de louage d'ouvrage ou contrat de prestation de service. Ce sont trois qualifications juridiques que vous pouvez utiliser indifféremment puisqu'ils désignent exactement la même situation contractuelle. Pour les juristes, je vous ai mis la référence du Code civil, donc ce sont les articles 1710 et suivants. Et vous voyez que on a contrat d'entreprise dès lors qu'on a une prestation réalisée pour autrui et une rémunération. Donc l'enseignement de l'équitation contre rémunération entre bien dans cette qualification juridique. Le contrat, je vous l'ai dit en introduction, a toujours une valeur obligatoire pour les parties. Donc les parties, ce sont les personnes qui sont engagées par le contrat. Donc l'enseignant indépendant ou le centre équestre d'un côté et le client de l'autre côté. Le client a pour obligation principale de régler la prestation, donc ça c'est assez logique. Et le centre équestre ou l'enseignant de son côté a ce qu'on appelle une obligation de sécurité à l'égard des cavaliers qui l'encadrent pendant la leçon ou pendant la promenade qui est proposée. Cette obligation de sécurité juriste, eh bien, c'est ce qu'on appelle une obligation de moyens. J'y reviendrai tout à l'heure. Vous verrez effectivement que la responsabilité du centre équestre ne sera pas automatique et qu'il faudra, pour le client, prouver une faute du centre équestre dans le cadre de l'encadrement de la leçon pour pouvoir aboutir à une action en responsabilité qui va condamner le centre équestre à indemniser la victime. On parle de responsabilité civile contractuelle. Pourquoi? Parce que l'accident, tout simplement, survient dans le cadre d'un contrat, vous l'avez vu,
contrat d'enseignement qu'on qualifie juridiquement de contrat d'entreprise. Alors, lorsqu'une personne se blesse ou, malheureusement, ça arrive parfois, décède dans le cadre de sa pratique de l'équitation encadrée par un enseignant, si cette victime souhaite obtenir une indemnisation et engager la responsabilité civile du centre équestre, cette victime devra rapporter la preuve de 3 éléments qui sont des éléments cumulatifs. Donc ça veut dire tout simplement qu'il appartient à la victime de rapporter ces 3 éléments de preuve et que s'il en manque un sur les 3, eh bien l'action en responsabilité ne pourra pas aboutir. Alors les juristes, vous voyez que c'est vraiment les critères très classiques de la responsabilité civile. Je vais détailler quand même un tout petit peu. Vous avez dans un premier temps le dommage. Donc le dommage, ça se traduit dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui par un dommage corporel, c'est-à-dire une atteinte à l'intégrité physique du cavalier, de la victime, donc des blessures ou un décès. Ensuite, une faute. C'est sur ce point qu'il y a souvent discussion devant le juge, parce que je vous l'ai dit, il appartient à la victime de prouver la faute du centre équestre ou de l'enseignant. Cette faute, juridiquement, c'est un manquement à l'obligation de sécurité du centre équestre dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est une obligation de moyens qui s'oppose à ce qu'on appelle l'obligation de résultat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en cas d'accident, on n'aura pas de responsabilité automatique du centre équestre. Il faudra que la victime démontre que le centre équestre n'a pas mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour éviter l'accident. Donc, ce qui va se passer, c'est que le juge va faire une appréciation très concrète de la situation. Il va vraiment regarder comment s'est déroulée la séance, comment s'est passé l'accident, pour ensuite eh bien, trancher et décider s'il y a eu un manquement à cette obligation de sécurité ou non. Vous verrez juste après, je vais vous donner quelques exemples pour essayer de faire en sorte que ce soit un tout petit peu plus pratique, notamment pour, à la fois pour les cavaliers et aussi pour les centres équestres qui nous écoutent aujourd'hui. Et troisième élément, c'est ce qu'on appelle le lien de causalité. Donc le lien de causalité, c'est le principe selon lequel, lorsque vous avez un dommage et une faute, il faut qu'il y ait un lien entre ces deux éléments. Il faut que la faute soit la cause directe et certaine du dommage. C'est vraiment sur la faute que souvent il y a une discussion devant les juges. Et pour que la victime puisse obtenir gain de cause, il faut vraiment qu'elle rapporte tous les éléments possibles pour prouver l'existence de cette faute. Alors je vous l'ai dit, quelques exemples pour essayer de faire en sorte que ça vous parle un tout petit peu plus. 2 comportements qui sont susceptibles de caractériser une faute. Alors vous allez voir que ça va vous paraître évident, mais je vous assure que ça n'est pas forcément pour tout le monde et on voit parfois dans les décisions de justice des situations extrêmes et des comportements qui sont obligatoirement fautifs et qui ne devraient plus aujourd'hui exister. Alors première chose, ça peut être le fait de faire encadrer une leçon ou une promenade par une personne qui n'est pas diplômée. Vous le savez, le code du sport impose un diplôme, une condition de diplôme pour enseigner l'équitation contre rémunération. Si cette obligation n'est pas respectée, eh bien, ça peut caractériser une faute de l'enseignant, enfin du centre équestre, de nature à engager sa responsabilité civile. Ensuite, deuxième faute possible, le fait de ne pas imposer le port du casque au cavalier pendant la leçon. Ça, c'est aussi évidemment quelque chose qui sera considéré comme une négligence fautive s'il y a un accident et si l'un des cavaliers se blesse. Le fait pour le centre équestre de proposer un exercice qui n'est pas adapté au niveau des cavaliers, ça peut aussi être un comportement qui va lui être reproché. Ou de fournir une monture non adaptée au niveau du cavalier, ou de fournir un matériel non adapté encore une fois, ou défectueux. Donc là, il y a aussi beaucoup de discussions et ce qui se passe, c'est que souvent le juge va faire référence au référentiel des galops proposé par la Fédération française d'équitation pour essayer objectivement de regarder si l'exercice proposé était un exercice à la hauteur du niveau du cavalier. Donc ça, vous allez le voir aussi dans les exemples.
mais ce sont vraiment des éléments très concrets que le juge va systématiquement analyser pour en tirer derrière les conséquences juridiques et trancher et décider s'il y a ou non une faute. Alors, quelques petits conseils pratiques pour que le centre équestre puisse éviter la mise en cause de sa responsabilité civile. Là aussi, ce sont des choses qui sont assez évidentes, mais qui ne sont pas inutiles à rappeler et qui découlent directement de ce que je viens de vous dire juste avant. Donc, imposer le port de la bombe, ça semble être la précaution indispensable, quelles que soient les circonstances, quel que soit le niveau des cavaliers, quel que soit ce qui est prévu pendant la séance. S'assurer du niveau et des attentes en proposant une monture adaptée et des exercices adaptés aux clients. Donc là, évidemment, ce sont les enseignants qui sont les mieux placés pour réussir on va dire, à jauger le niveau des cavaliers. En tout cas, ils doivent toujours quand même suivre une règle de prudence pour essayer de limiter le risque d'accident et derrière de mise en cause de responsabilité. Donner les consignes de sécurité aux cavaliers, être présent au maximum pendant les étapes de la leçon, essayer vraiment d'être hyper attentif, d'anticiper les situations qui peuvent entraîner un accident. Pour les centres équestres, vérifier les diplômes de l'ensemble des encadrants, l'ensemble des personnes qui proposent des leçons dans leur structure. Vérifier régulièrement le matériel. Autre obligation et chose très importante dont je n'ai pas encore parlé, mais je voulais faire un petit point là-dessus, c'est le fait que le centre équestre, l'enseignant d'équitation, a une obligation d'information en matière d'assurance des cavaliers qui viennent suivre des leçons. Donc, le cavalier qui s'inscrit à une leçon d'équitation n'a pas l'obligation d'avoir une assurance individuelle accident. En revanche, le centre équestre a l'obligation de l'informer de l'intérêt de prendre ce type d'assurance. Donc l'individuel accident, c'est l'assurance qui fonctionne lorsqu'il y a un accident et lorsqu'il n'y a pas forcément de responsable identifié. Donc typiquement, c'est l'assurance que vous retrouvez comprise dans le cadre de la licence FFE. Et il faut impérativement, voilà, qu'en votre qualité de centre équestre ou d'enseignant, vous puissiez attirer l'attention chez tous les clients, tous les nouveaux clients qui se présentent en leur disant, voilà, il existe une assurance individuelle accident. Vous pouvez la souscrire via la licence FFE ou via un autre assureur de votre choix. Et vous voyez que cette obligation d'information, elle est quand même assez poussée parce qu'il faut être très transparent sur tous ces aspects-là et très précis auprès des clients. Vous devez leur donner le prix de l'assurance compris dans la licence, leur dire que ce n'est pas obligatoire, leur donner une petite plaquette des garanties qui sont proposées et leur dire qu'au-delà de la licence FFE, ils ont aussi intérêt à prendre une assurance complémentaire. Donc cette obligation d'information, vous la retrouvez si besoin dans le code du sport. Et sachez que le centre équestre qui, en cas d'accident, n'est pas en mesure de prouver qu'il a fourni cette information au client, eh bien lui, il va être susceptible d'engager sa responsabilité aussi et d'indemniser la victime au titre de la perte de chance d'avoir pu souscrire une assurance et donc d'avoir pu bénéficier d'une indemnité en cas d'accident. Donc pour vraiment vous protéger, si vous êtes centre équestre, le mieux c'est de faire signer à tous vos nouveaux clients un petit document dans lequel une petite attestation, dans lequel le client reconnaît avoir reçu toutes ces informations. Vous la conservez et comme ça, si vous avez un jour un accident, au moins vous êtes protégé sur cet aspect-là. Un petit focus sur la différence entre le moniteur salarié et le moniteur indépendant. Donc, depuis le début, vous avez vu que je fais une distinction entre le centre équestre et l'enseignant indépendant. Pourquoi parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si l'enseignant propose des leçons d'équitation et qu'il a un statut d'indépendant, ben là, c'est logique, vous vous en doutez, c'est lui, à titre individuel, qui doit être assuré en responsabilité civile professionnelle. Et en cas d'accident, c'est lui qui est susceptible d'engager ses responsabilités à l'égard de ses clients. En revanche, lorsque la leçon est délivrée par un moniteur qui est salarié dans le centre équestre ou même parfois bénévole, pourquoi pas, de ce centre équestre, et bien là, le contrat d'enseignement, il est conclu entre la structure équestre, le centre équestre,
et le client. Ce qui veut dire qu'en cas d'accident, le client se retourne non pas individuellement contre le moniteur, mais contre la structure. Donc c'est bien la structure qui doit être assurée en responsabilité civile professionnelle et qui doit derrière assumer les éventuelles conséquences d'un accident si l'un de ses moniteurs salariés est négligent ou en tout cas est à l'origine d'un accident d'un client. Alors, il existe en matière de responsabilité contractuelle ce qu'on appelle des causes d'exonération de responsabilité. Donc, je vais passer assez vite, mais j'ai été obligée, en tant que juriste, de vous le rappeler. Donc, je vous l'ai dit, pour que le centre équestre engage sa responsabilité contractuelle en cas de chute d'un de ses clients, 3 conditions doivent être prouvées: le dommage, la faute et le lien de causalité. Mais même dans l'hypothèse où ces 3 conditions pourraient être réunies, le centre équestre ou l'enseignant va toujours avoir la possibilité de s'exonérer de toute ou partie de sa responsabilité en prouvant l'un de ces 3 éléments: faute de la victime, fait du tiers ou force majeure. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que en cas de faute de la victime, c'est-à-dire dans l'hypothèse où la victime elle-même est à l'origine de sa chute, au moins en partie, eh bien c'est un argument qui pourra venir diminuer la responsabilité du centre équestre. Alors évidemment, après, c'est une question de preuve et ça peut parfois être difficile. Dans ce genre de contentieux, les éléments de preuve qui sont rapportés, c'est souvent des témoignages, mais c'est pas toujours facile d'arriver avec précision à déterminer comment l'accident s'est passé, comment l'enseignant a réagi, qu'a fait la victime pour avant la chute, etc. Donc c'est un peu difficile, mais pourquoi pas. La faute de la victime peut donc exonérer le centre équestre de sa responsabilité. Le fait du tiers également. Le fait du tiers, c'est la situation où c'est une personne extérieure au contrat d'enseignement. Donc pourquoi pas une personne qui est au bord de la carrière en train de regarder le cours d'équitation, ou un autre cavalier qui est aussi dans la carrière en train de monter son cheval et qui va entraîner la chute de la victime. Ça peut aussi être mis en avant. Et la force majeure, vous voyez, ça c'est l'événement qui est rarement retenu, mais qui quand même peut exister. C'est l'événement qui échappe au contrôle des parties, qui était imprévisible, irrésistible et qui est extérieur à la volonté des parties. Alors, on passe aux petits exemples. Alors, tous les exemples que je vous donne sont tirés de vraie jurisprudence. Donc, à chaque fois, je vous mets les références, vous voyez, si jamais vous souhaitez les retrouver. Premier cas, donc un arrêt de la Cour d'appel de Paris de 2019. Dans cette espèce, on a une jeune cavalière qui est âgée de 12 ans et qui a été victime d'un accident pendant la phase de préparation de son poney, juste avant le début du cours. Donc là, on n'était pas pendant la leçon d'équitation, mais on était finalement dans la phase qui se situe juste avant. Donc elle était en train d'attacher son poney à un anneau métallique et quelque chose, alors on ne sait pas exactement, vous allez voir les circonstances de l'accident, mais en tout cas, le poney a été effrayé, a tiré et le doigt de la jeune fille s'est retrouvé coincé dans l'anneau. Et elle a dû malheureusement être amputée. Donc on s'est retrouvé sur des conséquences assez importantes pour elle. Donc l'accident s'est produit à l'intérieur de l'écurie, dans l'allée de desserte des box. On avait plusieurs enfants en train de préparer les poneys en autonomie. Ce qu'on sait, c'est que à ce moment-là, il n'y avait pas d'encadrant. Donc tous les encadrants, moniteurs, voilà, toutes les personnes du centre équestre étaient sur la structure, mais pas avec les enfants à ce moment-là. Les enfants étaient titulaires du galop 2. Et après, la difficulté, c'est qu'on avait des attestations sur les circonstances de l'accident un peu contradictoires. On en a une qui venait nous dire que c'est la cavalière victime elle-même qui avait ouvert le box, enfin, qui avait laissé un box ouvert et qui du coup a été à l'origine de son propre accident. On a d'autres attestations qui disent que non, que c'est un autre enfant qui a ouvert le box. Enfin bref, on ne savait pas trop ce qui s'était passé. Quoi qu'il en soit, les parents de la victime ont tenté de mettre en cause la responsabilité du centre équestre en essayant de dire qu'ils avaient commis une faute
par défaut de surveillance, défaut de présence et donc par négligence au moment de la phase de préparation des poneys. Donc là, ce qu'a dit le juge, c'est que on était effectivement dans le cadre du contrat d'enseignement. Donc même si on se situait dans la phase de préparation des poneys, donc juste avant la reprise, on était quand même bien dans le cadre du contrat d'enseignement qui est qualifié juridiquement de contrat d'entreprise. Donc pas de difficulté de ce point de vue-là. Le juge a rappelé l'obligation de sécurité de moyens qui pèsent sur le centre équestre à l'égard des cavaliers. Et donc je vous l'ai dit, pour que l'action en responsabilité aboutisse, il fallait que les parents prouvent le dommage, la faute et le lien de causalité. Donc le dommage, pas de difficulté, évidemment, ce sont les blessures de la jeune fille qui caractérisent ce dommage. Et ensuite, sur la faute, là, il y a eu pas mal de discussions. Donc le juge a regardé les attestations, mais je vous le rappelle, c'était des attestations qui étaient contradictoires, donc ça n'a pas forcément été hyper probant pour les parents de ce point de vue-là. Ensuite, le juge a regardé le programme officiel des galops de la Fédération française d'équitation et sur ce programme, les cavaliers titulaires du galop 2 sont censés être capables de préparer leur monture en autonomie. Donc c'est ça qui a été retenu par le juge. Ensuite, ce qu'a considéré aussi le juge, c'est que finalement, même si un encadrant du centre équestre, selon lui, avait été présent au moment de l'accident, ça n'aurait pas suffi pour éviter l'accident. Que cette personne n'aurait pas forcément pu éviter le fait qu'un autre poney sorte du box et effraie la monture de la victime. Et donc, du coup, ça n'aurait pas forcément, derrière, permis de limiter et d'éviter ce qui s'est passé. Et donc, la faute n'a pas été retenue. Donc là, vous voyez un peu comment est-ce que le juge raisonne. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment du cas par cas et que tous les éléments de fait comptent. Donc après, c'est pas parce que sur cet exemple-là, vous avez un accident en phase de préparation qui, derrière, n'a pas engagé la responsabilité civile du centre équestre, que dans une autre situation où vous auriez aussi un accident qui se passe dans cette phase-là, vous n'auriez pas potentiellement une responsabilité du centre équestre. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment être hyper vigilant et le juge va se baser sur les éléments qui lui sont rapportés et sur des éléments objectifs sur lesquels il peut se baser. Donc après, on peut tout à fait ne pas être d'accord avec cette situation et dire par exemple qu'un enfant de 12 ans titulaire d'un galop 2 n'était pas forcément seul apte à respecter les consignes de sécurité et aurait eu besoin d'un encadrant à ce moment-là. Mais en tout cas, le juge, lui, s'est basé sur l'élément objectif dont il disposait. Et vous le voyez, c'est le référentiel des galops de la FFE. Donc, dans ce cas-là, pas de faute. Donc, forcément, la question du lien de causalité ne se pose pas. Et pas de responsabilité du centre équestre. Deuxième exemple, toujours un accident qui survient pendant une leçon d'équitation. Là, on était sur une première séance d'équitation, donc un cavalier complètement novice qui était âgé de 54 ans. Alors pourquoi je vous ai mis l'âge? Parce que dans ce cas d'espèce, ça a quand même eu une importance, vous allez le voir. Et on peut s'imaginer que peut-être, si la victime avait été un tout petit peu plus jeune, ça n'aurait pas eu forcément les mêmes conséquences. En fait, le juge va raisonner, je vous l'ai dit, par rapport à tous les éléments dont il dispose et évidemment l'âge du cavalier. Alors quand on a une personne un tout petit peu âgée ou au contraire une personne très jeune, voire parfois une personne en situation de handicap, quelqu'un qui a peut-être besoin d'un tout petit peu plus de protection et d'attention et de prudence, ben ça va jouer derrière sur le fait de retenir ou non la faute de l'enseignant. Donc finalement, si vous êtes enseignant, vous devez être d'autant plus prudent si vous avez quelqu'un effectivement qui est très jeune, âgé, en situation de handicap, ou en tout cas dans une situation un petit peu entre guillemets à risque. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que la monitrice a proposé donc une première séance en longe et directement, elle a fait faire des exercices d'équilibre à sa cavalière.
enlever, mettre les étriers, lâcher les rênes, voilà, tout ce que vous pouvez imaginer de mise en selle. Et le cheval, à un moment donné, est parti au trot, la cavalière est tombée, a chuté violemment et s'est blessée. Donc là, le juge a dû trancher et a dû regarder si on avait bien un dommage, une faute et un lien de causalité. Donc le dommage, vous l'avez compris, il était caractérisé. Et encore une fois, la discussion s'est portée sur l'existence ou non de la faute. Et là, en l'occurrence, le juge a considéré qu'effectivement, le centre équestre avait manqué à son obligation de sécurité, n'avait pas mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour éviter l'accident. Et finalement, le centre équestre avait été insuffisamment prudent en proposant, dès la première séance d'équitation, des exercices d'équilibre, de mise en selle, alors même que la cavalière n'était encore jamais montée sur un cheval, même si on était dans une séance où le cheval était tenu en manche. Troisième exemple, on est cette fois-ci sur un cas d'accident survenu pendant une promenade. Donc une promenade avec plusieurs cavaliers, une randonnée très exactement. Une personne l'un des cavaliers a reçu un caillou projeté par un des chevaux qui était devant et malheureusement a eu sa rétine endommagée. Donc elle a tenté d'engager la responsabilité du centre équestre en mettant en avant une faute de l'encadrant de la promenade. Et l'argument qu'elle a utilisé, c'est notamment le fait de ne pas avoir été conseillé ou de ne pas s'être vu imposer le port de lunettes protectrices pour la randonnée, alors qu'on était sur un itinéraire montagneux et caillouteux. Donc là, le juge a repris le raisonnement que maintenant vous avez bien compris. On était dans un contrat d'enseignement, donc le centre équestre était débiteur d'une obligation de sécurité de moyens à l'égard des participants. Et là encore, le juge s'est basé sur un élément très objectif et a regardé les recommandations de la Fédération française d'équitation en matière de pratique de l'équitation. Et autant le port du casque, le port de vêtements adaptés et éventuellement d'un gilet de protection pour certaines disciplines figuraient en tout cas parmi ces recommandations, autant nulle part il n'était fait mention de lunettes de protection parmi ces équipements de sécurité. Et dans ce cas-là, la demande de la cavalière victime a été rejetée et le juge a considéré que le fait de ne pas avoir imposé le port de lunettes n'était pas constitutif d'une faute et n'était pas de nature à engager la responsabilité du centre équestre. Dernier exemple, un accident qui survient pendant une leçon avec une cavalière débutante et un moniteur stagiaire, donc un moniteur qui n'était pas encore diplômé. Et ce moniteur stagiaire, précision importante, était seul dans l'enceinte du centre équestre pendant la leçon et donc au moment de l'accident. Alors concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de prendre le galop, la cavalière qui était, je vous le rappelle, très peu expérimentée, a eu un moment d'appréhension, d'hésitation, et puis finalement, après que le moniteur ait insisté, elle a décidé de partir au galop. Le cheval s'est mis à ruer, elle a chuté, elle s'est blessée gravement. En plus de ça, au moment où elle est tombée, elle a perdu le casque qui avait été prêté par le centre équestre. Donc a priori, le casque n'était pas à sa taille, il était trop grand. La cavalière n'était pas licenciée, n'avait aucune assurance individuelle accident, ce dont je vous ai parlé un tout petit peu plus tôt, et elle a recherché la responsabilité du centre équestre. Donc là, dans ce cas, vous voyez qu'on est un peu dans une, dans une situation extrême. La responsabilité du centre équestre ne faisait évidemment aucun doute. Il y a eu plusieurs fautes qui ont été caractérisées. La première, c'est le fait d'avoir fait animer la leçon par un stagiaire qui n'était pas diplômé. Alors, s'il y avait eu le moniteur diplômé dans l'enceinte du centre équestre, ça aurait été différent, probablement, mais en tout cas, là, c'était évidemment fautif pour le centre équestre de laisser une personne qui n'avait pas encore le diplôme et donc pas encore les compétences nécessaires pour enseigner en toute autonomie. Et ça a évidemment contribué derrière à la survenue de l'accident. Autre problème, la mise à disposition d'un casque trop grand pour la victime.
Le fait que la victime ait perdu son casque en tombant, ça a aussi été considéré comme finalement un manque de prudence, une négligence de la part du centre équestre qui aurait dû s'assurer que la victime avait choisi un casque à sa taille pour essayer de limiter au maximum les blessures en cas de chute. Et aussi, dernière chose, l'absence d'information sur l'intérêt pour la victime de souscrire une assurance individuelle accident, assurance qui, dans cette situation, aurait pu fonctionner et aurait pu lui permettre d'avoir une indemnisation. Donc là, on était un peu sur la totale. En tout cas, il y a eu beaucoup de comportements fautifs et donc la responsabilité du centre équestre a été mise en cause et celui-ci a été condamné à indemniser le préjudice de la victime. Alors, ce qu'on peut retenir de la conférence d'aujourd'hui, c'est le fait que l'enseignement de l'équitation contre rémunération donne toujours naissance à une relation contractuelle. Et ensuite, ça a, vous l'avez compris, des conséquences sur les conditions de mise en cause de responsabilité de la structure équestre. Le centre équestre ou l'enseignant indépendant, s'il exerce hors structure équestre, a une obligation de moyens en matière de sécurité des cavaliers. Et pour qu'une action en responsabilité à son encontre aboutisse, il faut que la victime rapporte la preuve de son dommage, d'une faute, c'est-à-dire d'un manquement à l'exécution du contrat et donc un manquement à cette obligation de sécurité, en fait un manque de prudence, un manque de diligence du centre équestre qui n'aura pas mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour assurer la sécurité des cavaliers. Et en lien de causalité, je vous le rappelle, c'est le fait que la faute soit la cause directe et certaine du dommage. Si vous avez une faute qui est sans lien avec l'accident, vous n'aurez pas d'action en responsabilité et donc pas d'indemnisation.